Bon, salut à tous, on se retrouve après un mois d'absence, même si sur YouTube c'était pas tant d'absence que ça entre la chaîne principale et puis la chaîne secondaire, mais il y avait quand même pas mal de choses préenregistrées. Donc là, on se retrouve pour faire le point déjà sur ce qui a été fait, à la fois au niveau du contenu, YouTube, tout ça, mais aussi sur le point politique, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant la rentrée et puis ce qui va se passer, ce qui peut se passer plus tard. Pour ce faire, on accueille Position Revue pour qu'on soit un peu à deux pour commencer tout ça, pour commenter tout ça plutôt. Comment ça va, Position ? Ça va pas mal. Pareil, les mal. Vacances, ça me l'a fait. Ouais, ça fait bien, du bien. Et puis en réalité, l'été c'est toujours un peu comme ça. C'est pour ça qu'on a des lois qui passent, des lois scélérates. C'est parce que Macron sait qu'on est faible et qu'on prend des vacances. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même important de pouvoir se reposer un peu. Moi, ça m'a fait du bien. Et puis ça m'a permis là de changer de matos. C'est pour ça que pour ceux qui sont sur le live, il y a un peu de retard, mais pouvoir préparer des choses et puis préparer la saison à venir. On a vu d'ailleurs que chez les autres aussi ça se prépare. On a à la fois le Canard Réfractaire à qui on passe le bonjour, je crois qu'il était dans le chat tout à l'heure, enfin qu'ils étaient dans le chat mais je sais pas qui c'était derrière, peut-être Johan derrière le compte, qui a fait évoluer un peu le projet Canard Réfractaire avec une seconde chaîne. Donc je vous invite à aller suivre l'Actu Réfractaire, leur chaîne où ils font une quotidienne en fait avec de l'actu tous les jours, c'est cool parce que ça manque. Moi c'est pour ça aussi que sur Pas du Stream j'essaie de faire des vidéos régulières parce qu'on a quand même beaucoup de contenu de droite et ça manque à gauche. Donc je vous invite à aller vous abonner à tout ça. Et puis on a vu aussi Wissam qui se rapprochait d'Annie Eraz, l'ami Wissam qui signait chez Zawa Prod, mais c'est cool parce que on se rend compte qu'il y a une chose qui est importante, c'est la structuration. Et on se rend compte qu'à gauche, des fois, pour l'instant, on manquait de structure, on manquait de choses qui pérennisent. Parce que quand on en est à apprendre tout le temps sur les mêmes personnes, à leur demander des efforts. Par exemple, Wissam, on sait qu'il a sa thèse, il devait bosser à côté. Forcément, au bout d'un moment, ça craque. Et quand ça craque, le militantisme, ça peut passer après le fait de pouvoir se nourrir, quoi. C'est l'idéologie allemande, ça. C'est les conditions matérielles d'existence. Il faut déjà pouvoir bouffer et se vêtir avant de faire le cake sur Twitch. Donc voilà, c'est important. C'est bien pour Wissam qu'il soit un jeune espoir de nos luttes, donc c'est bien qu'il aille se faire les dents dans un club un peu de seconde zone avant de rejoindre Pas du Stream pour la Ligue des Champions. C'est ça. Non, et puis en plus comme ça, Wissam rejoint le camp des postmodernes et va essayer de léniniser un peu les postmodernes parce que Wissam il a quand même une base marxiste alors que Cassandre, Dany, Raz, enfin Raz je sais pas trop, mais Dany et Cassandre c'est plus une base de pensées de Nietzsche, des pensées de Foucault, des pensées comme ça. Donc voilà, on essaie de pousser le fait d'inculquer des valeurs léninistes et marxistes dans la Zawa Prod. Non mais c'est bien, au-delà des blagues, ça prouve que ça avance, qu'il y a d'autres discours qui se construisent, qu'il y a une lutte, une guerre de position, comme une bataille culturelle, même si c'est des fois trop mal utilisé, mais là c'est le cas, surtout sur Twitch, sur YouTube. On l'a vu, on en reviendra peut-être là-dessus, mais on a vu que nos camarades et amis Dany Eraz et Cassandre étaient aux universités d'été de l'AFI, donc ouais, non, mais c'est aussi intéressant. Il y a des choses qui se créent, il y a des ponts, c'est très bien. Donc nous pareil, on essaie aussi de s'organiser. On va continuer, on va solidifier là-dessus. Ouais, j'ai vu qu'à Position, vous avez sorti deux articles en 2 jours là, ou en 3 jours là, donc... on a recruté un peu de monde. On va faire appel aussi, voilà, les gens s'ils veulent faire des contributions, s'il y a des gens dans le chat qui écrivent ou quoi. Mais surtout, voilà, on a un peu plus structuré, on était une petite équipe, elle va devenir un peu moins petite. Elle est loin d'être grande. Et puis on prépare, nous on fait des numéros thématiques, donc quand on peut, donc autour d'un thème. Et donc là le prochain thème va bientôt sortir. On aura Bernard Friot en entretien, on aura Bernard Lahire. On va faire que du Bernard, mais non on va essayer on va essayer, ce sera le thème. Non voilà, on aura Bernard Friot, Lahire, on aura d'autres choses, etc. pour justement essayer de parler toujours marxisme et analyse concrète de la situation concrète. À travers les articles et entretiens de position. Et puis, on va essayer de lancer aussi, nous, du podcast. On prévoit un podcast avec Noé Jacomet sur un podcast de pédagogie sur la philosophie
sur des questions un peu basiques de la philosophie, mais lui va donner un aspect un peu plus rationaliste parce qu'il est très très spinoziste, et puis nous on va essayer de donner un aspect marxiste pour un peu, mais de manière voilà, enfin, à mettre de la contradiction, pas en mode battle, pour justement essayer d'un peu approfondir les concepts et montrer aussi justement que y a toujours un point de vue, une situation dans un concept et qu'il n'y a pas de vérité absolue d'un concept, il n'y a qu'une efficience, et on va voir par exemple sur la liberté, sur tout un tas de sujets, lequel est le plus efficient. Peut-être des fois on aura 99% du temps ce sera les marxistes, et puis de temps en temps ce sera peut-être les spinozistes. Ouais, ce serait bien de rajouter aussi à position des analyses de matchs de foot avec comme tu sais faire là, avec des analyses structuralistes. Tu pourrais reprendre la Ligue 1 par exemple et tu fais un match par semaine. Je pourrais faire ça. On a réfléchi à ça avec quelqu'un de un moutou à nous, Saccage. On va essayer de réfléchir à ça, de voir si on peut. Non, parce que c'est vrai, en plus, moi je racontais ça, j'étais pas au courant. Ouais, c'est vrai. Essayer de voir comment on peut analyser la situation, enfin faire des parallèles entre la façon dont les gens jouent au foot et puis des grandes pensées, etc. C'est pas si bête, vous verrez. Ouais, ça peut être la classe. Moi de mon côté. Sur la chaîne, je dis de mon côté, mais vous commencez à le savoir, mais je suis aidé par mon monteur, qui a un nom qui s'appelle Clément, et Magne. Magne qui a un nom qui s'appelle Magne, et Magne c'est le miniaturiste. Et donc, je salue ces deux personnes qui m'aident bien, et on a travaillé sur pas mal de choses, donc on va continuer évidemment sur Pas du Stream à vous proposer des trucs un peu, des capsules de live, voilà, des choses un peu faciles. Mais pour la suite, on va commencer à inviter des personnes pour des interviews. Donc, la position, tu parlais de Bernard Lahire, par exemple, Bernard Friot. Nous, on va essayer d'inviter, je sais pas, là j'ai vu par exemple en festival, j'ai vu Olivier Matteux, je lui ai demandé, il m'a dit que ça pourrait l'intéresser. Voilà, par exemple, avoir Olivier Matteux, avoir d'autres personnes. J'avais vu que François Bégodeau m'avait à la bonne, pourquoi pas l'inviter, mais on va essayer de lui de parler en fait avec chaque personne de choses concrètes, quoi, d'essayer de parler de lutte, de trucs comme ça, pas rester sur des, on va dire, les thèmes classiques. On va essayer, voilà, d'orienter un petit peu vers la lutte. Par rapport à la lutte, on va essayer d'inviter aussi des militants. J'aimerais bien mettre ça en place cette année, c'est-à-dire inviter des militants aussi de petites tendances, parce que souvent on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a plein de petits groupes qui sont actifs, qui sont des groupes qui se retrouvent au moment des manifestations, au moment des grèves, tout ça, et qu'on connaît pas assez. Moi j'aimerais bien les inviter juste pour parler, pour essayer de comprendre leur point de vue sur le monde actuel, sur les stratégies à avoir. Je pense à des groupes, il y a plein de groupes trotskistes en France par exemple, donc vous connaissez tout ça, hein. Vous connaissez le NPA, Révolution Permanente, Hello, je sais pas, je pense à des groupes aussi dans la CGT. J'avais un contact aussi avec les communautés syndicalistes révolutionnaires, donc quelque chose qui se rapproche, c'est pas vraiment de l'anarcho-syndicalisme et tout ça, aussi du côté plus marxiste-léniniste, le PRCF, le PCRF, des choses du genre. Enfin, cette année, j'aimerais bien mettre l'axe là-dessus pour créer justement un espace où on s'écoute, parce que souvent dans les micro-tendances on se retrouve avec des gens qui sont ensemble sur les luttes, sont ensemble en réalité tout le temps, mais qui s'opposent et on comprend pas trop pourquoi ils s'opposent. Donc ça peut être sympa comme ça de faire ça. Et puis aussi, là j'ai relancé avec 6 vidéos sur Rushdie la chaîne principale, et donc ça va être bien de continuer aussi sur cette chaîne principale. Alors ça demande plus de travail évidemment, parce qu'il y a presque un aspect un peu zététique sur cette chaîne. Enfin, j'essaie de présenter des auteurs, des livres, de me renseigner, donc d'avoir des points de vue assez objectifs, même si on est jamais vraiment objectif, mais voilà, essayer d'avoir le plus possible d'informations sur les sujets. Et donc, le but, ça va être de continuer à proposer ça, et plus axé, du coup, moins sur les luttes et plus sur de la théorie, quoi. Donc, on va allier théorie et pratique entre les deux chaînes. D'ailleurs, on pourrait commencer par ça comme premier sujet. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat, et puis je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, et puis t'as oublié de dire, on va faire d'autres. Pour finir, on
on va faire encore d'autres trucs liés en position, puis d'autres trucs, des surprises à venir avec évidemment, oui. Pas du ring et puis position. Ça c'est sûr, mais bon, ça compte dans les lives, on va continuer ça bien sûr. Mais du coup, je voulais entamer sur peut-être le premier sujet qui sera peut-être court, mais moi j'aimerais bien votre avis sur ma petite série là, sur Rushdie, et notamment ton avis, position. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça a dit? Est-ce que c'est important? Moi j'ai vu de la critique aussi de ce travail, gens qui disaient que ça servait à rien, parce que c'est vrai que on parle à des gens qui sont peut-être droitisés quand on parle à Rushdie, des choses comme ça. Voilà, je sais pas toi ce que t'en penses de tout ça. Ouais. Bah déjà moi j'ai trouvé ça très bien. C'était bien fait. C'est pas facile d'aborder les thèmes que tu as abordés. Des fois, ça peut être un peu lourd, c'est pas évident. Enfin, pour les en position qu'on a fait nous, des fois il y a des retours comme quoi, des fois c'est un peu. Donc c'est un peu compliqué. Donc toi, t'as fait ça quand même proprement, c'était lisible. Donc ça, c'était plutôt bien. Moi, je pense que c'est un travail qui est utile. Déjà parce que c'est riche, donc on peut y revenir. Et puis, il faut pas mépriser. On l'a dit tout à l'heure en rigolant, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est des camarades. Raz, Dany, Cassandre, Wissam, etc. Il faut bien savoir que quand on dit, alors nous, je sais pas si on l'avait dit, mais position, on s'appelle position pour deux références. La guerre de position de Gramsci. Donc la guerre de position est une guerre culturelle. Est une guerre d'hégémonie culturelle et intellectuelle, et parce que c'est aussi une référence à une phrase marxiste, un peu une insulte marxiste, c'est de dire on n'a que la position de ses positions. Voilà, donc c'était un peu le double aspect. Et oui, effectivement, pour moi sur YouTube, ce que tu as fait, c'est tout à fait là-dessus. Effectivement, le but c'est pas d'aller chercher Rushdie, d'aller convaincre Rushdie ou d'aller convaincre les fans de Rushdie ou de Thaïs Descuffon. Là. Le mec bégaye sur le fond à la fin. Là. Non mais j'ai failli, je vois plus souvent son faux compte, le faux compte que. Et franchement, je le dis des fois sans faire exprès. Et voilà, ces gens-là sont des ennemis et ils resteront des ennemis définitifs. Il faut pas rêver. Mais entre les deux, il y a beaucoup de gens et c'est la majorité des gens qui sont pas des indécis. Ils penchent en fonction de l'hégémonie justement de structures culturelles et intellectuelles. Et cette hégémonie, on en a déjà parlé sur la chaîne, elle a une efficience. Il se trouve que pendant on en a parlé quand on a parlé de Naël, etc., sur la période, mais pendant les 20 dernières années, l'hégémonie culturelle néolibérale s'est fracassée, s'est fissurée, est devenue de moins en moins pertinente, et elle n'a eu en face qu'une critique réactionnaire et d'extrême droite. Donc, la fracture d'une hégémonie culturelle, elle a toujours pour des marxistes une possibilité progressiste et une possibilité réactionnaire. Ce qui s'est trouvé, c'est que, on va dire, l'hégémonie précédente, libérale, néolibérale, avait par certains aspects des discours progressistes, même si dans les faits, elles ne se sont pas réalisées. Et donc, quand cette hégémonie culturelle s'est fracturée, ça a été l'extrême droite qui a été la plus efficiente pour analyser cette fracture, ses limites, faire cette critique. Et ils ont en plus investi des médias, Internet, les réseaux sociaux, à l'époque les blogs, les forums, voilà. Ouais, et ils ont eu une hégémonie. Voilà, exactement. Et ils ont eu une hégémonie intellectuelle et technique sur la crise du néolibéralisme. Du libéralisme libertaire, si tu veux parler comme Kluskar ou quoi, enfin voilà, sur cette phase-là historique du capitalisme, et clairement, il faut reconstruire une critique, une contre-hégémonie qui prenne ces deux aspects-là, qui fasse reculer l'extrême droite, tout en justement expliquant, en disant la réalité bien mieux que sur cette crise du néolibéralisme et ses perspectives de sortie. Donc je pense que le boulot, il est là.
quand on dit voilà les camarades etc. Ils font le boulot à ce niveau-là et il y a plein de champs de bataille là-dessus. L'antiracisme, l'anticapitalisme, le communisme, le libéralisme, le progressisme, etc. Et donc sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur d'autres réseaux, moi je suis pas le spécialiste, mais il faut reprendre l'ascendant. Et en plus, là, la période, pour finir, elle est plus favorable. Parce que clairement, aujourd'hui, on peut dire que leur guerre de position a fonctionné. Ils deviennent un petit peu... commencent à avoir un peu pignon sur rue. On l'a vu avec... pas eu de débouchés politiques. On l'a vu avec Macron, ou Gabriel Attal, qui reprennent des positions d'extrême droite maintenant. Et en fait, on voit que l'extrême droite a réussi à placer ses pions, ce qui fait qu'aujourd'hui dire que la baya, au fond ça mène plus ou moins à Samuel Paty, voilà, c'est une position qui peut se tenir, alors qu'on n'aurait jamais vu même Chirac ou Sarkozy, je suis pas sûr qu'ils auraient dit un truc comme ça. Ils auraient bien fait la différence entre terrorisme, musulman, en plus la baya c'est même pas vraiment musulman, enfin bref, et là on voit que maintenant il y a une frontière qui s'est brisée entre les libéraux qui étaient des libéraux progressistes machin de centre et l'extrême droite. On se retrouve dans un flou où au final il n'y a plus vraiment de différence, surtout qu'en plus l'extrême droite pour une partie a essayé de se dédiaboliser, donc de se rapprocher quoi. On se retrouve avec un gros bloc qui pense pareil, que ce soit Éric Nolot ou Bardella ou Macron ou Le Pen. On a l'impression que sur le fond ils sont d'accord. En fait on voit bien que ce qui est très... Moi, il y a des personnalités qui sont révélatrices là-dessus. C'est des gens comme Finkielkraut. Finkielkraut, c'est un type qui était SOS Racisme dans les années 80 et qui a suivi toute la transformation de la petite bourgeoisie intellectuelle. Et aujourd'hui, il est du côté des pires réactionnaires, comme tu viens de le décrire. Et on voit bien que cette petite bourgeoisie-là, intellectuelle, alors pour certains il y en a qui sont vraiment progressistes et qui portent des idéologies et qui sont remplacés, mais la plupart en fait sont malléables parce que tenir leur position d'intellectuel, leur position d'éditocrate, leur position de journaliste, etc., même leur position politique, ils sont obligés justement de faire avec les mouvements de l'histoire matérielle. La bataille culturelle, elle se fait aussi grâce à des changements de structure et des crises matérielles, mais elle se fait effectivement sur ce double mouvement, une crise matérielle et on va dire sur le mouvement tectonique de plaques. Il y a des gens qui il y a plutôt des sujets plutôt collectifs qui s'adaptent mieux que d'autres aux nouvelles configurations. Et sur les 20 dernières années, effectivement, la crise du néolibéralisme a plus profité à la réaction. Je suis plutôt, moi, assez confiant là sur les reconfigurations de phase qui sont en train de se passer. Faudra voir à terme, mais peut-être qu'ils vont louper le coche. Finalement, la réaction va peut-être pas passer par la France. Elle est passée quand même par pas mal de pays. Va peut-être pas passer par la France. Ils ont peut-être finalement gagné qu'une bataille, qu'une guerre de position, qu'une bataille d'hégémonie culturelle, mais ils n'ont pas gagné la guerre de mouvement, pour parler comme Gramsci, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à transformer radicalement les institutions, etc., politiques et l'ordre politique. Donc, en tout cas, il y a beaucoup plus de résistance aujourd'hui et ils se sentent attaqués. Et ils se sentent beaucoup moins chez eux, pour être clair. Ils se sentent beaucoup moins chez eux sur YouTube, sur Twitter, qu'avant. Et c'est ça qu'il faut faire avec les fascistes, les néofascistes et les réactionnaires en règle générale. C'est faire en sorte qu'ils se sentent pas chez eux. Et en fait, voilà. Tout comme la gauche progressiste a subi ça il y a 10 ans par ces mêmes droitards. C'est-à-dire, moi je me souviens je sais plus si c'était un live ou une vidéo de Dany.
où il disait voilà, quand il s'est fait attaquer par le Raptor et tout, c'était un peu délirant parce qu'en fait, une fois qu'il s'était fait attaquer, les gens dans son camp n'osaient plus le soutenir parce qu'ils se disaient qu'ils allaient se faire attaquer aussi. Et j'ai l'impression que en faisant ce que j'essaie de faire, ce que Antoine Goya fait, et ce que d'autres font, on peut créer une dynamique comme ça où l'énième droitardé qui va commencer à dire ah non mais le problème c'est l'islamo-wokisme ou je sais pas quoi, mais à bout d'un moment il y réfléchira à 2 fois parce qu'il se dira qu'il va passer pour un con en fait. Il va passer pour un con parce qu'il a tort et puis parce que ses positions ne tiennent pas quoi. Donc c'est important ouais ce travail-là. Enfin moi sinon je le ferai pas hein, évidemment, mais je pense que c'est important pour créer des dynamiques et puis pour après pouvoir comment ça s'appelle politiser autrement les gens plutôt que par l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui un jeune de 16 ans il tape je sais pas Nietzsche sur internet, il tombe sur une conférence de Julien Rochdy. Faut quand même se le dire, c'est quand même étonnant quoi. Et il va taper je sais pas quoi des trucs sur les rapports hommes-femmes ou sur la musculation, il va se retrouver dans une boucle d'extrême droite sur internet, c'est quand même pas rien quoi. Et c'est exactement ça. Et la bataille, elle est pas en termes de. Vous voyez, quand tu vois, quand tu parlais de Soral ou d'autres, c'est pas simplement parce que c'était le démarrage des réseaux sociaux. À un moment donné, il faut prendre en considération sérieusement les choses. Oui, à un moment donné, Soral a expliqué la crise du PS, la duplicité des SOS racisme, etc. Toute cette idéologie-là vers la fin des années 2000, c'est-à-dire la période qui commence avec Jean-Marie Le Pen au second tour, bien mieux que les analystes marxistes, quoi. Et on a laissé du temps. C'est souvent le cas, hein, parce que surtout quand t'as une double, t'as une guerre culturelle et que t'as un nouveau média qui arrive en fait. C'est logique parce que la position d'hégémonie de l'ancien ordre en fait fait qu'ils se disent bon bah c'est un petit média, c'est secondaire. Ça va pas peser, nous on a encore les grands médias, on a encore l'opinion avec nous, enfin tu vois ce genre de truc. À court terme oui ça peut faire sens, mais à long terme ça se fracture. Ça s'est toujours vu dans les changements médiatiques, quand la radio est apparue, quand la télé est apparue, enfin il y a eu des mouvements là-dessus. Toujours pareil, hein, c'est pas la cause principale, c'est un double effet cause-conséquence entre les deux. Mais et ouais, là il y a des nouveaux médias, Twitch par exemple, c'est pas le YouTube de Soral, c'est pas Twitch d'ailleurs, ça n'a pas été les droitards ont raté le coche. C'est-à-dire que Twitch c'est dominé par des je sais pas par le centre, mais centre presque un peu progressiste aussi quoi. Enfin, on va avoir des Jean Massier par exemple. Je préfère que Jean Massier domine la plateforme plutôt que des énormes droitards. Mais bon, après Jean Massier, ça reste quelqu'un qui est, je pense, sur un petit le problème de Jean Massier. Mais tu vois le truc quoi. Le problème de Jean Massier, le risque, c'est justement qu'il fasse. Il y a ce double truc, c'est qu'il faut réinvestir le champ de bataille. Mais il faut aussi remettre à jour la tactique et l'artillerie, quoi. Parce que si c'est pour revenir avec la gauche morale, oui, bien sûr. Fin de PS, SOS racisme et compagnie. Je te dis pas que je suis un menteur, Jean Massier. Non, mais voilà, on sait tous que tu as envie de rencontrer François Hollande, assume. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire ce double travail, revenir sur le champ de bataille et pas le déserter. Surtout qu'il y en a quand même Dany et Raz qui sont bien implantés. Je veux dire, ça fait plaisir quoi quand même d'avoir des gens qui sont d'une gauche claire, qui soient aussi hauts et qui n'aient pas de droite et puis il faut toujours te rappeler, hein, pour revenir à la question sur Rochdy, le gain à la fin, hein, si on prend des débouchés en termes de que ce soit du vote ou des opérations de masse insurrectionnelles, révolutionnaires,
quand tu gagnes du terrain, la politique, c'est un jeu à somme nulle. Quand tu gagnes du terrain, c'est forcément que tu en reprends un autre. Tu fais pas apparaître du terrain ex nihilo. C'est-à-dire, si toi tu as convainc 1000 personnes de déserter, de te rejoindre, c'est que t'as pris ces 1000 personnes ailleurs. Alors tu les as pris soit carrément à l'ennemi, soit tu les as pris à un adversaire, soit tu les as pris à des gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là, mais à la fin ça donne quelque chose de nul. Donc considérer qu'on se bat à côté de l'adversaire ou de l'ennemi, eh ben non, on vient toujours... J'avais eu ce truc-là pendant les élections, parce qu'il y avait... comment il s'appelle ce gars de... Le chat va nous le dire, un type qui fait des statistiques. Alors c'est pas pour l'IFOP, qui fait des sondages, c'est pas pour l'IFOP, c'est pour... Enfin bon bref, Mathieu Gallard. Et ce type normalement est spécialiste de statistiques, tu vois. Et il dit sur le second tour, je sais plus quoi, Macron, un second tour Macron-Mélenchon, quelque chose comme ça. Il y avait Macron qui était à 60 et puis Mélenchon à 40, tu vois. Et ce con dit Mélenchon a 20 points à rattraper. Le truc d'abruti, tu vois. Alors qu'en fait, j'ai obligé de dire, non, en fait, il en a que 11 à rattraper. Oui, 11, parce que à partir du moment où il gagne un point en face à face, l'autre en perd un également. Bien sûr. Et tu vois la vision rationaliste stupide on est côte à côte. Le gars était en train de dire, lui, il faut qu'il rattrape 20 points. Pour être au niveau de Macron, il faudrait qu'il rattrape 20 points. Parce que, t'as vu, Macron, il a 60 et l'autre, il a 40. Tu vois et ça, c'est particulièrement, ridicule. Mais ça montrait au-delà de son erreur. En plus, c'était intéressant parce que c'est vraiment, normalement, un spécialiste. Ouais, tu vois donc, tu te dis, son erreur, elle peut pas être technique. Son erreur, elle est idéologique. Ouais. Elle était idéologique. Il y a Mad Marx qui dit, et ça a fait l'ENS, ces machins-là. Mais c'est un peu ça, c'est des mecs, ils ont un doctorat statistique et ils te disent ça, tu sais. Mais tu vois, et tu te dis, soit c'est des techniciens débiles, et effectivement, il y en a, mais là, en plus, c'est sur Twitter, donc tu vas vite, mais tu vois, quelque part, il y a quelque chose d'idéologique. C'est le gars qui te dit, en fait, ils ne comprennent pas. Effectivement que l'analogie, si tu veux faire des analogies sur et c'est pour ça que Gramsci est souvent cité, parce que ça fait sens, la guerre de position, la guerre de mouvement, c'est un terrain que tu dois conquérir. Et tout mètre que tu gagnes, toi, tu le reprends à l'adversaire. C'est pas un 100 mètres où chacun court dans son couloir. Voilà. Mais ça, c'est. Il faut faire ce boulot, quoi. Il y a une erreur stratégique comme ça, qui est bêtement. On dit rationaliste, mais bon, les vrais rationalistes pensent pas comme ça, mais je veux dire, qui est un peu débile, quoi, qui a un peu de l'addition comme ça. Et moi, j'y pense souvent quand on me dit, ouais, mais tu sais, quand tu parles de. Je sais pas, j'ai parlé d'une meuf, par exemple, une droitardée l'autre jour, on me dit, ouais, tu la mets en avant. Mais en réalité, quand une droitardée fait 30 000 vues, elle fait 30 000 vues, alors même que le camp des droitardés, c'est un camp de personnes qui peuvent faire 300, 500 000 vues. Donc quand elle fait 30 000 vues, ces 30 000 vues sont compris dans les 500 000 vues. Vous voulez même pas me dire que c'est 30 000 nouvelles personnes qui deviennent droitardées grâce à cette meuf. Non, c'est l'inverse en réalité. Et donc c'est pas du tout pareil que si toi t'arrives, tu fais 30 000 vues, alors que y a personne dans ton domaine, tu vois. Et là du coup, c'est 30 000 nouvelles personnes, on va dire, qui vont voir les choses différemment. Donc en réalité, quand l'adversaire a l'hégémonie culturelle, quand l'adversaire est dominant, c'est pas forcément grave de taper sur des gens qui sont pas si connus que ça, parce que tout le monde connaît déjà leurs idées. Par contre, l'erreur à faire, ce serait l'inverse, c'est-à-dire commencer à... Et attention. Ouais, vas-y, finis. Mais... genre, si t'as des droitards qui se mettent à taper sur des communistes que personne ne connaît, là, c'est débile pour eux, parce que du coup, ils vont faire monter ces gens-là qui étaient des no-name, personne ne connaissait leurs idées, donc en fait, eux, ils ont raison. Souvent, d'ailleurs, ils répondent pas, les droitards, mais ils ont raison de le faire, quoi. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, quoi. Donc, faut vraiment voir un peu les choses de manière dynamique, et puis pas de manière juste, 30 000 vues, c'est 30 000 vues, donc ça veut dire que tu as fait gagner des gens. En fait, c'est pas vrai, quoi. Ouais, et puis il y a aussi surtout que il suffit pas de mettre en avant quelqu'un pour qu'il
pour qu'il progresse. Oui, si à un moment donné, il faut aussi se dire ça. Non, mais si en plus si quelqu'un que tu mets en avant et parce qu'il a été mis en avant, ses idées se propagent, et ben faut être matérialiste, faut se dire que ces idées-là correspondent à une conscience plus ou moins adéquate de certaines catégories de la population, et c'est pas simplement le fait de l'avoir mis en avant qui va faire qui va progresser. Et c'est là où je te dis, il faut prendre les choses au sérieux quand l'ennemi gagne du terrain. Voilà, quand l'ennemi gagne du terrain, bah, c'est pas simplement par hasard, parce que tu l'as délaissé, c'est qu'il a été efficace, plus efficace que toi. Et l'extrême droite, il suffit pas de la condamner moralement, il faut comprendre pourquoi elle est efficace. Et il y a deux vraiment stratégies mortifères pour le camp progressiste. C'est le camp moraliste, le gars qui va dire regardez, il nous roule dessus, c'est pas gentil. ouais, c'est vrai que c'est pas gentil. C'est vrai que c'est pas gentil le défilé des nazis sur les Champs-Élysées, mais ça m'étonnerait que par condamnation morale ils fassent demi-tour. Voilà, donc ça c'est con. Et puis l'inverse, et ça c'est sur quoi on essaye de se battre aussi, c'est le type qui dit ouais, mais ils ont été bons en tapant sur les Arabes, et si nous on tapait aussi sur les Arabes, tu vois, ça on les connaît, ça. C'est le suivi, tu vois, on les connaît. Tu sais, le gars qui te dit non mais on n'a qu'à taper sur les Arabes, mais dire que c'est de gauche, tu vois. Et là il y a des gens dans des partis de gauche qui font ça, tu vois, voilà. Non, tu vois. Non, les ouvriers, ils sont anti-immigration. Maintenant, je fais un sondage, ils sont anti-immigration. Donc, c'est une essence de la catégorie ouvrière. C'est pas un débouché spécifique gagné par la classe réactionnaire. Le fait qu'ils voient dans l'immigration une solution, le contrer l'immigration une solution. C'est un fait donné, objectif et indépendant de toute pratique. Mais ça, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment une stratégie en plus mortifère et qui fait progresser l'hégémonie culturelle et qu'a fait progresser, c'est même factuel, l'hégémonie culturelle de droite. Les gens qui disent, ce serait bien quand même qu'on parle d'immigration. Hein, alors au départ c'était comme ça, et puis après ce serait bien qu'on dise quand même qu'il y a un problème entre les immigrés et puis les Arabes, entre les immigrés et puis la délinquance, et puis ce serait bien qu'on ferme tu vois. Et après les mecs ils disent putain, je comprends pas, je tape sur les Arabes plus fort que Le Pen, mais c'est Le Pen qui ramasse. Bah oui frérot, parce que quand t'arrives sur un marché, hein, et que tu dis le gars qui te vend ses tomates depuis 10 ans, moi je fais les mêmes, mais elles sont de gauche, ça m'étonnerait que ça fonctionne pour que le mec t'achète ses tomates qui sont au même prix et qui ont pas qui sont pas meilleures, rien du tout, et qui arrivent pas jusqu'au bout. Donc ça c'est les deux façons d'échouer. C'est de refuser le champ de bataille, refuser la lutte, refuser d'entrer sur le terrain, et puis truc de s'adapter complètement à l'adversaire. Il y a deux façons de perdre. C'est ce que disait Mao contre le Barça, et l'aventure. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, il y avait deux façons de se faire défoncer par le Barça, du grand Barça de Guardiola. Bah, c'était forcément de pas se pointer sur le terrain et de pas jouer au foot, ou d'essayer de jouer comme eux. Oui, mais t'as pas Xavi, t'as pas Iniesta, t'as pas Messi, mais c'est pas grave, on va essayer de jouer les mêmes déséquilibres qu'eux. Bah oui, bah tu vas aussi en prendre 4, tu vois. Donc, bien sûr. Nous on a une gauche, voilà, on a une gauche morale qui dit ouais, mais ils sont trop forts, le Barça. Ça c'est un club ils sont trop forts, ils ont trop d'argent, donc nous on préfère perdre 3-0 sur tapis vert. Bon bah c'est bien. Okay. Et puis de l'autre côté, les mecs qui vont te dire ouais, mais nous on va faire comme eux, tout pareil, sans dialectique, sans contradiction. Bah tu te feras défoncer aussi. Voilà.
Je disais, ouais, c'est un peu la métaphore, enfin, c'est pas des métaphores, mais les trucs de Mao avec le suivisme et l'aventurisme. Soit le suivisme, se dire, ah ouais, je vais me soumettre aux masses, c'est-à-dire penser exactement ce que les masses pensent, quand bien même ce serait réactionnaire, quand bien même ça jouerait contre moi. Ou l'aventurisme, partir tout seul dans des délires, du coup, bah là tu dis un peu moral, mais un peu gauchiste, un peu par pureté, en se disant, ah ouais, il faudrait faire ci, ça, alors que la masse, elle s'en fout, en fait, quoi. Et je parlais l'autre jour de ça sur Twitter, mais c'est l'adage léniniste, pas en avant mais pas deux. C'est-à-dire qu'il faut être en avant, c'est-à-dire qu'il faut proposer un débouché qui est progressiste. Si t'es en arrière, tu proposes un débouché réactionnaire. Donc faut que le débouché il soit progressiste, mais il faut que le mec il voit le débouché. Il faut pas que le débouché il ait l'impression que c'est inatteignable et que c'est totalement utopiste et idéaliste. Sinon en fait ça mène à rien en fait. Exactement. Mais c'est intéressant aussi cette posture dont tu parlais avec les gens qui se remettent un peu, un peu bassement démocratique, c'est-à-dire oui, on a fait un sondage, en fait, il faudrait s'adapter au sondage. Bon, déjà à ce moment-là, tu fais plus de politique parce que si tu fais de la politique, c'est justement pour essayer de rentrer en contradiction avec des trucs, c'est pas pour suivre juste les sondages. Mais on a vu des gens un peu se perdre parfois là-dedans. Moi, je pense à Étienne Chouard, tu vois, Étienne Chouard qui, je pense, était quelqu'un d'extrêmement qui avait bon fond, qui était très, très démocratique de base, et puis au final, quand t'es très démocratique, t'en arrives à ces trucs-là quand t'as une hégémonie d'extrême droite, parce que tu peux, alors je dis pas qu'Étienne Chouard pense tous les trucs d'extrême droite, hein, mais tu peux te laisser envahir par tous les trucs qui ont été mis dans la tête des gens parce qu'ils voyaient comme seul débouché à la crise du néolibéralisme des solutions d'extrême droite, et puis dire ouais, c'est ça que le peuple veut, quoi. Mais déjà, Marx critiquait ça d'ailleurs dans la critique du programme de Gotha, quand il critique Lassalle et le fait que Lassalle il parle toujours de ce voilà, on va faire un État et puis les gens ils voteront, ce sera démocratique et donc ça aboutira au communisme. Il le défonce, il dit que ça marche pas comme ça, parce qu'il y a un rapport de force concret. On utilise souvent le positivisme, et c'est vrai que c'est une notion qui est pas forcément mal, mais là c'est un bon exemple. Une attitude positiviste, c'est une attitude qui va dire l'état des consciences et des rapports de force idéologiques est indépendante de la pratique politique. Donc en fait, tu vas te dire, moi je suis un technicien, je suis Renard Rouge par exemple, je suis un technicien, je suis là pour regarder ce qui se passe objectivement dans les têtes des gens, et puis trouver les solutions, les réponses. Voilà. Ça c'est vraiment une vision positiviste. Les mecs qui se disent, mais alors que normalement la pratique politique, c'est justement, en comprenant la situation, faire travailler, faire bouger les sondages, faire reculer une position, comme on l'a dit, reculer une position, un débouché réactionnaire pour un débouché progressiste à une situation concrète identique. Et c'est là où Mélenchon, par exemple, reste finalement, malgré plein de sur le plan philosophique et individuel, vraiment un marxiste dans le sens de son action individuelle. C'est-à-dire un type, il a 8% dans les sondages, il est banané, etc. Et le type, il dit non, on va cravacher, on met un truc en place, une stratégie, etc. Et on va aller gratter, quoi. Et sans en plus se renier, sans aller sur le terrain des autres, sans voilà. Et là-dessus, on peut quand même dire que dans la contre-hégémonie, il a quand même redonné. Il n'a pas été parfait, personne ne l'est, donc ça sert à rien de se poser ce genre de questions. Mais on pourra dire qu'il aura tenu dans cette période, quoi. Il a tenu la baraque. On a fait plein de critiques à Mélenchon, à la FI sur notre site. Mais à un moment donné, il faut pas simplement être idéaliste dans ce genre de critiques. Il faut regarder aussi dans la situation qui tient le choc, qui est, faut le dire des fois, baisse pas les yeux, renonce pas. Et ça c'était très fort. Position revue, le virilisme ne baisse pas les yeux. Non mais moi je pense à Roussel un peu qui est un peu l'inverse, je trouve, où moi ce que je lui reproche des fois à Roussel, c'est son manque de courage, quoi. C'est que le mec, au lieu d'arriver, il pourrait avoir un programme un peu confus ou je sais pas quoi s'il veut. En plus c'est même pas le cas, mais son programme est plutôt bien. Mais il essaie
d'inculquer le fait que voilà, il serait quand même critique, je sais pas trop quoi, des frontières, voilà, des trucs un peu droitiers. Mais quand on lui pose la question en interview, il assume pas. Et c'est ça que je déteste, c'est qu'à la limite, on aimerait bien que le mec assume, quoi. On aimerait bien que le mec, tac, un peu comme Mélenchon, genre on lui dit vous pensez ça, il répond oui, et puis il met le journaliste en PLS. C'est pas, il répond ah oui mais non, mais on peut parler de social, parce qu'en fait c'est le seul truc où il est à peu près sûr d'être droit dans ses bottes et pas de se faire taper dessus par ses militants. Enfin, j'aime pas cette attitude, quoi, en demi-teinte. Ouais. Mais tu sais, Roussel, c'est du Mouriez, quoi. Tu vois un peu la ref. C'est les généraux sous la Révolution, pendant que ça tanguait un peu. Il fallait leur mettre un commissaire politique à côté d'eux, parce que sinon, ils passaient à l'ennemi. Tu vois. Et Roussel, c'est ça. T'es en 1793 avec Roussel, tu dis, vérifie là, il est en train de se rapprocher de l'ennemi, il est à 2 doigts de changer d'uniforme. Tu vois. C'est pas sûr que c'est pour l'attaquer, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Et je le dis sans honte, s'il y a des gens du PCF, je dis, regardez les attitudes. Nous, il suffit juste de regarder Roussel où il était dans les moments clés. Oui. Il était nulle part. Il vient maintenant pour bouffer sur la bête. Il vient... il est en train de massacrer le PCF. Il donne des gages, exactement comme on disait tout à l'heure, à la droite. On fera une émission spécifique sur les classes sociales. Enfin, on a parlé. Mais c'est exactement. On verra. Ton truc avec les tomates, c'est le mec. Enfin, si il croit qu'en racontant des trucs de droite, les gens vont voter Roussel, mais les gens vont voter à droite s'ils veulent voter à droite. Le gars il dit mais le gars il lui dit mais c'est quoi la différence avec les tomates que j'achète depuis 10 ans ? Bah j'ai changé l'étiquette, quoi. D'accord, mais c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes, quoi. Tu vois, c'est ça l'arnaque. Tu vois, et il assume pas trop en plus de les vendre, les tomates. Ouais, c'est le gars, il assume pas trop, tu vois. Il dit mais concrètement sur l'immigration, c'est quoi la différence avec Le Pen ? Bah nous, on veut renvoyer les immigrés chez eux et fermer les frontières, mais voilà, quoi, tu vois. Et Jean-Michel, fin de phrase, à la fin il y a rien à dire, quoi. À part, il a l'inverse dans son programme, donc du coup il peut pas dire ça, donc il est juste baisé en fait. Il a un programme qui est progressiste. C'est ça, et en plus. Mais lui, il essaie de faire croire que son programme est pas si progressiste, donc t'inquiète, ça n'a aucun sens comme stratégie. Et puis c'est ça, et puis même s'il est sincère, c'est minable. C'est minable comme stratégie. C'est de partir du principe de dire, nous on est progressistes, mais notre classe ouvrière qui veut voter pour nous, elle est trop bête pour atteindre un niveau de conscience comme quoi la liberté des travailleurs et la solidarité entre les prolétaires de tout pays. Donc faut leur parler immigration ou faut leur parler abaya, tu vois. Je dis souvent, il y a 2 formes il y a 2 formes de violence. Putain, je vais dire violence symbolique, mais c'est un peu ça. Des classes supérieures intellectuelles et surtout politiques. Il y a le mépris de classe, tout le monde voit ce que c'est le mépris de classe. C'est souvent la droite, etc. Et il y a la condescendance de classe. Et ça, à gauche, il y en a ras-le-bol. La condescendance de classe. Ah ouais, mais bon... bah ouais, je comprends, Bernard. Je comprends que t'aimes pas les Arabes. Et tu vois, genre, et t'as raison, on va t'aider, on va en faire venir moins. Mais on n'est pas raciste, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a trop. Tu vois, putain, mais les classes prolétaires, à un moment, elles ont aussi besoin. Écoutez Spectre, là, c'est très très bien le podcast de nos camarades le podcast de notre camarade Hugo Paletta de la revue Contretemps. Il parle de ça et à un moment à un moment ce qu'elles aiment aussi les classes sociales, c'est les classes populaires, c'est aussi être bougé, quoi. C'est des classes qui sont habituées au conflit, à s'engueuler. C'est pas des donc on peut les bouger. Et Mélenchon, il a eu aussi ça. Des fois, il est agressif. Qui ça fait chier en fait Qui c'est qui vient de voir en disant moi je peux pas voter Mélenchon, il est vraiment trop agressif. À qui on va quand même pas donner le bouton le bouton nucléaire à cette personne. Mais regarde la classe sociale du gars qui te dit ça. Ce sera jamais un ouvrier, un mécano ou un truc comme ça, tu vois. Donc il y a moyen d'aller les chercher
Surtout que la plupart ils sont abstentionnistes et ils votent sans justement être condescendant. Voilà, sans être condescendant en leur disant vous faites de la merde quoi. Vous faites de la merde et il faut ça c'est l'expérience. Je sais pas si d'où vous venez, mais si vous êtes de milieu populaire, vous êtes dans un milieu industriel ou voilà, vous le savez, ça se parle directement, voilà, et c'est pour ça aussi, mais on va faire le pont, mais c'est aussi pour ça, tu vois, que quelqu'un comme Ouria Boutelja aussi, elle plaît, et c'est une très bonne chose, parce qu'à un moment donné, elle a ce discours elle dit des trucs, elle s'en tape, elle fait avancer la cause, elle est pas dans la condescendance, elle peut se tromper, etc., mais c'est un rapport au conflit où oui, la bienséance, toutes les opinions sont bonnes. Bah non, tu te traites de con, tu te dis tu fais de la merde. Moi j'ai vécu dans une famille ouvrière, prolétaire, tu vois, mère assistante maternelle, père routier, bon voilà, toute la famille. Ouais. Ben quand tu grandis, tu te fights quoi, tu dis putain t'as voté ça mais t'es un blaireau quoi. Toi tu te dis pas oui je comprends que dans ta situation papa tu ne peux pas te détacher de la haine xénophobe. Mais non tu dis pas ça tu vois. Donc voilà t'as envie de dire voilà parlez aux gens comme vous parleriez à votre mère, votre frère, votre père, votre cousin, votre pote quand il fait de la merde quoi. Et puis on parlait tout à l'heure de la guerre d'opposition, mais et de la montée de l'extrême droite et notamment de Soral. Mais Soral, c'était ça. Qui est plus cash, mais limite à se retrouver au tribunal tous les 2 mois parce qu'il lance des dingueries sur Internet que Soral, tu vois. Et Soral, il a plu. Je dis pas qu'il a plu qu'à des prolos, mais aussi à des prolos. Il a plu à des gens des quartiers populaires et tout, parce que le mec, il arrivait et puis il avait un discours qui était assez presque un peu violent. Je vous dis pas d'être violent, mais ou matheux. Matheux, pourquoi est-ce qu'il a plu? Parce qu'en fait, le gars, il a invité sur BFM TV, il a un type insupportable qui lui raconte un truc et il commence à allumer sa clope et à lui montrer qu'il le respecte pas plus que le bourgeois de BFM TV le respecte, quoi. Et c'est vrai que c'est important, en fait, d'avoir ça plutôt que d'être... Je vois ça souvent quand même dans la ligne Roussel, c'est-à-dire une ligne de les mecs, eux, ils sont communistes et ils ont un programme progressiste, mais oui, ils savent quand même que les gens ils sont réactionnaires et donc faut être entre deux. Ben non, en fait, si tu veux imposer un programme communiste, même si peut-être que tu vas te prendre une branlée à la première élection parce que les gens auront rien compris à ton truc et qu'il faudra du temps pour essayer de montrer que ce débouché est possible. Ça fait vachement partie de Mélenchon. Mélenchon, souvent, il part sur un truc, on comprend pas trop. Et puis après 2-3 mois en plus, il est bon en discours, il explique, et on commence à voir en fait ce que c'est son programme. Et c'est justement cette capacité à se projeter dans l'avenir, à se dire, ouais, en fait, les choses, elles peuvent changer dans ce sens-là, qui fait que les gens vont après pouvoir se positiver à gauche. Si la seule perspective de changement, c'est de fermer les frontières, bah ouais, je veux dire, les gens continueront de voter à droite, hein. Ils vont pas voter Roussel parce que le mec utilise le terme frontière passoire en bégayant après en disant que c'était pas contre les immigrés, qu'en fait on n'a pas compris. Enfin, les mecs, c'est simple. Hein. Tu veux voter pour rétablir les frontières, tu vas voter Zemmour ou Le Pen. Et d'ailleurs, même un mec comme Macron, tu vois, a tellement joué sur tous les côtés que là, il donne plein de gages. Hein. N'importe qui d'un petit peu qui a un petit peu là, il voit qu'il dérive à droite, voit que il joue sur l'islamophobie, tout ça. Mais dans la tête de quelqu'un qui veut fermer les frontières, il votera pas Macron, il votera Marine Le Pen ou Zemmour. Mais tu sais que en plus la logique de cette bataille culturelle de l'extrême droite ou de la droite dure, etc., qui est née dans les années 80-90, ça a d'abord été une bataille, quand tu lis les théoriciens de l'extrême droite ou tu reviens là-dessus, d'abord été une bataille d'extrême droite. Ça contre la droite déjà. Ça n'a jamais été théorisé d'abord contre l'hégémonie de gauche. Il a fallu déjà que la gauche explose et la droite aussi. C'était la stratégie de faut pousser la droite républicaine à l'époque. C'était Chirac, tu sais, le père Le Pen détestait Chirac, etc. Et ça, la stratégie, c'était de dire il faut les amener sur le terrain de l'immigration, la droite se disant républicaine, RPA, etc. Parce que de toute façon, quand ils parleront comme ça, c'était la phrase de Jean-Marie Le Pen, les gens préféreront toujours l'original à la copie. Et ça s'est vu. Quand tu viens dire il faut fermer les frontières, mais tu récupères aucun ouvrier
passer à l'extrême droite. Tu fais en sorte de dire au gars passer à l'extrême droite, c'est-à-dire passer à l'extrême droite, ça veut pas dire devenu d'extrême droite ou a toujours été d'extrême droite, c'est le gars qui pense que l'extrême droite comprend mieux le monde et donc est le mieux à même avec son projet de le gérer. C'est ça la politique. Quand tu viens dire ça, bah le gars tu lui dis t'as raison, bouge pas frérot. T'as raison, bouge pas. Bah oui, t'as raison. Et le mec, d'ailleurs, ce qu'il entend, c'est souvent ça, c'est regardez, même à gauche, ils le disent, et il reste à droite, le gars. Ils disent, même à gauche, il me donne raison, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est un peu de bon sens. Et oui, c'est ça. Non, mais. Et tu vois, et ouais, il faut prendre ces stratégies de droitard, de l'extrême droite. Les types ont été à un moment donné, ont compris, ont été malins quand ils ont face à une droite qui était moins bien. Le problème, c'est que nous, notre extrême gauche, alors Mélenchon a réussi finalement à faire la même chose, mais avec du retard, à faire en sorte que la gauche radicale l'emporte aussi sur la gauche, on va dire néolibérale, d'où en fait la configuration, où on voit finalement que tu vois de 2012, c'est pas longtemps, il y a pas longtemps, hein, 2012, t'as 50% des gens qui votent encore PS et UMP, et 10 ans après, t'as plus que 6% des gens qui votent PS et UMP. Et finalement, tu vois qui a grignoté, bah, c'est l'extrême droite sur la droite et on va dire une gauche plus radicale sur la gauche. Ouais, mais on devrait dire il y a 35% des gens. Disons je crois qu'il y avait 60% des gens qui votaient PS et UMP en 2007 et il y en a 35% si on compte Macron dedans. 2012 même. Hein. 2012 même. Hein. Mais oui, ils ont perdu 15-20% qui sont barrés à droite et à gauche. Mais d'ailleurs, tu disais ils préfèrent l'original à la copie. Mais c'est aussi pareil à gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui veulent l'écologie, qui veulent un changement, ils vont pas voter ELV. Ou ils vont avoir tendance à voter plus à l'AFI parce qu'ils se disent voilà, c'est quelqu'un qui va changer ou au PCF, enfin je veux dire quelqu'un qui va proposer un débouché. On va voir. Alors pas pour les européennes, je ne peux pas trop avancer pour les européennes, mais je veux dire quand les gens voudront changer quelque chose et s'imaginons que ce sera pas vraiment, parce que c'est quand même pas mal un vote bourgeois aussi ELV, mais quand il y aura un vote on va dire radical de changement social à gauche, il va pas se porter sur les partis de centre-gauche. Ce qui se porte sur les partis de centre-gauche, c'est on va finir là-dessus parce que ça faisait partie de notre programme, mais ce qui est intéressant, c'est pour finir sur Rojdi, parce qu'on a commencé là-dessus. Ce qui est intéressant sur Rojdi, c'est que tu arrives en plus là, tu arrives dans la deuxième phase de la guerre de position intellectuelle, c'est le nouveau bon chic, bon genre raciste. La première phase, c'était un peu c'est un truc de prolo, un peu. Tu sais, il y avait ça. Les gens racistes, c'est des gens sous-éduqués, pas trop réfléchis, un peu bruts, un peu beaufs, tu vois. Ah, c'est la logique de ce que pense Auria, de ce que disait Auria. Et en fait, Rojdi, tu vois, qui fait des conférences gesticulées en costume et puis toutes devant personne, hein, d'ailleurs, les conférences devant personne. Ah bon, oui. Chez Ruquier, etc., tu vois, c'était vraiment la phase de consolidation du racisme où maintenant c'est devenu, tu sais, c'est l'autre fois il y avait le truc de Pascal Pro, tu pourras peut-être le retrouver maintenant que t'as un super ordi pour voir l'extrait, c'est Pascal Pro qui dit quand même il y avait quand même c'est quand même pas mal l'immigration, on a gagné des matchs de foot avec, tu vois. Et là, t'as les mecs de CNews autour de la table, ils le regardent et ils disent ouais, ça va ou quoi là ça va là, c'est le café du commerce ou quoi? Ça y est, on est dans l'antiracisme débridé. L'inversion totale. À un moment donné, je croyais que les types ils allaient le regarder en mode c'est quoi, c'est le PMU ou quoi là? On peut être antiraciste, on peut être universaliste sans que personne nous reprenne. Calmez-vous, monsieur Pro. Restons dignes, restons racistes, restons xénophobes. Tu vois? Et là, t'avais l'inversion totale, un truc que t'aurais jamais vu. Aussi lisible il y a 25 ans. T'avais du racisme un peu systémique, un peu culturel, mais là c'était carrément
soyez raciste, assumez-vous raciste. Tu vois, et c'était vraiment marrant, quoi. Et j'étais mort. Enfin, mais il y avait presque, tu vois, il y a des gens, il y a des scénaristes, enfin des scénaristes de films français qui font des. Tu vois, quand les mecs ils font, moi je peux pas saquer ça, mais des films là sur le racisme là, avec Christian Clavier, les trucs à la con là, je sais pas. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui, je vois genre c'est des navets. Ouais. Tu vois, enfin mais ça c'est vraiment les types, tu sais que les types ils ont 50 ans ou 55 ans quand ils font ça. Ils sont dans en fait la nouvelle norme maintenant de la petite bourgeoisie, etc. C'est vraiment l'islamophobie, le racisme non assumé, parce que c'est pas dans l'islamophobie, etc. Les types qui te disent ah non mais attention, faut les mater les gens dans les cités, faut tirer à balles réelles quand ils font des émeutes, et puis il faut leur arracher leur foulard parce que nous on est des gens civilisés, quoi, tu vois. C'est des types vraiment qui sont je vois quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bah voilà, c'est ça c'est vraiment les trucs, tu te dis c'est arrivé 20 ans trop tard. C'est pour ça que c'est nul, que ça fait rire que des gens enfin que des boomers, quoi. La vraie comédie de mœurs à faire maintenant, c'est une comédie où il y a un gars qui arrive et qui dit ah putain, j'arrive pas à être raciste, je comprends pas, mes parents ils me rejettent parce que je suis trop antiraciste. Ce serait vraiment ça, tu vois. Mais dans une petite bourgeoisie, quoi, tu vois, pas dans les classes populaires, Beaufry, etc. Non, vraiment dans la petite bourgeoisie, bon chic, bon genre, quoi, tu vois. Donc, mais de toute façon, c'est dit, bah ouais, mais moi j'étais pas raciste, mais j'ai eu 3 locataires malgaches, et ben je ne souhaite ça à personne. J'ai dû payer le nettoyage. Tu vois, des trucs de salopard, quoi, tu vois. Mais ton truc, oui, c'est cette transformation, c'est la transformation d'éclair. Et moi, ça me fait penser, tu sais, un peu t'as des romans français un peu comme ça, enfin pas forcément des romans, mais des œuvres de littérature française où tu vois la manière dont les clercs sont malléables en fait, et dont cette petite bourgeoisie, je pense à Nolo, mais c'est des mecs, tu vois, qui étaient censés être de gauche, qui représentaient la gauche universaliste, et aujourd'hui il va aller aux universités d'été de valeurs actuelles avec Mathieu Bock-Côté pleurer sur l'islamo-wokisme, quoi. Et c'est des types en fait qui je sais même pas s'ils voient la contradiction en fait. Ils ont suivi leur classe, vraiment, ils ont épousé leur classe, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et c'est là où justement t'es matérialiste et tu vois que la guerre de position, c'est c'est vraiment le truc sur lequel le sujet peut agir. Et qu'effectivement, tant qu'il y aura une petite bourgeoisie intellectuelle, parasitaire, enfin tu vois, elle s'accrochera. Peu importe s'il faut changer et retourner sa veste tout le temps. Et ce qui est drôle, c'est que elle s'invente des délires, tu sais. C'est nous, la vraie gauche. Oui, c'est ça. C'est des types, jusqu'à ce qu'ils portent l'uniforme de la division Charlemagne, ils se croiront de gauche, quoi. Ouais, tu vois, c'est un Thomas, Nolo et tout. Hein. Tu vois, tu dis, c'est toi là. C'est un uniforme nazi que tu portes. Ouais, mais à l'époque, c'était progressiste contre les bolcheviks parce qu'ils mangeaient des enfants. Tu vois, les types sont obligés d'inventer conneries sur conneries pour pouvoir. Et tu vois, ils ont même. Ça fonctionne plus, tu vois. On voit bien maintenant ils sont obligés. Le truc qui fonctionne, c'est des gens automatiquement droit. Comment dire, de manière lisible, droitard, quoi. Tu vois, CNews, Le Parisien, tu vois, ça avance là-dessus. Vraiment, le truc à pisser de rire, c'est Marianne, tu vois. C'est Natacha Polony, tu vois. Ouais, les types, ils sont là, ils font le sommaire de Valeurs Actuelles et du Parisien tous les jours, tu vois. Et puis ils disent, ouais, mais nous, on est la gauche, quoi. Tu vois, eux, ils sont vraiment, vraiment arriérés, tu vois. Eux, ils sont dans la fausse conscience de ouf, dans la fausse conscience. Ouais, ils sont dans la fausse conscience de ouf, ça. Tu vois, les types ils sont là, ils te disent ouais, alors notre programme c'était le même que le maréchal Pétain mais 5 ans avant, donc ça prouve qu'on était progressiste. Bah non, ça prouve que t'étais fasciste avant tout le monde, frérot, ferme ta gueule, tu vois. Donc ah non, mais c'est énorme, mais de toute façon c'est un peu le truc moi qui me fait kiffer.
c'est que ils reprennent le terme république comme ça, ils le vident de son sens, ils en font un truc totalement réactionnaire et tout. Mais du coup, des fois, t'as des retours au réel par Antoine Léaumont à l'Assemblée qui leur explique un peu ce que c'était la Révolution française. Et les mecs, quand ils découvrent ce que c'était la Révolution française et la Première République, en fait, tu vois qu'ils bégayent et qu'ils se sont construits un délire autour de la République comme d'un truc, tout un truc fascisant de ouf et tout. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Quand il lit la Constitution de 1993, Léaumont, les mecs ils tombent des nues, quoi. Enfin, ils sont en sueur. Et c'est là où justement, et en plus, je lis là, je vois des pavés sur le chat sur l'immigration pour revenir de manière un peu plus sérieuse, mais l'idée de l'immigration qui fait du dumping pour le patronat, c'est vraiment une tarte à la crème, hein. Faudra vraiment débunker cette idée. On l'a fait pas mal, hein. On pourra vous envoyer les traites de position là-dessus. Mais en 2023, c'est vraiment de la fausse conscience de croire ça. Et puis c'est pas pour rien que c'est plus à la mode dans les parce que nous, et c'est pas pour rien qu'il reste que l'extrême droite pour le ressortir. Mais on pourra revenir là-dessus. Oui, il y a une vidéo de parole d'honneur là-dessus pour débunker ça. C'est vrai qu'elle est bien, la vidéo de parole d'honneur. L'armée de réserve aujourd'hui, c'est le chômage. Et aujourd'hui, vous voyez bien que le néolibéralisme en crise de Macron s'attaque au coût du travail via la retraite, via l'assurance chômage, via le gel des salaires, et en même temps, il limite l'immigration. Donc, si l'immigration était le levier principal pour baisser le coût du travail, aujourd'hui ils ouvriraient les frontières parce que le coût du travail est catastrophique en France, il est beaucoup trop haut pour nos néolibéraux, et c'est pour ça que y a une baisse tendancielle du taux de profit et qu'ils essayent d'augmenter le taux d'exploitation des travailleurs. Et si vraiment le levier principal c'était l'immigration, dans une période où justement l'hégémonie culturelle de l'extrême droite a gagné et où le coût du travail est encore trop cher pour les néolibéraux français, les ouvriers, les frontières seraient en train de s'ouvrir à tout va. Or c'est faux. Ce qui se passe, c'est l'attaque du coût du travail, du coût du travailleur local et la fermeture des frontières, c'est-à-dire la gestion de la pénurie. Vous allez gagner moins, vous allez vous battre plus, mais vous vous battrez mais il n'y aura pas d'Arabes et d'immigrés dans ce pays. Donc, enfin, vraiment, c'est vraiment une catastrophe intellectuelle de penser comme ça. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, c'est du cherry picking de faux marxistes. Et je dis bien de faux marxistes. On sait de qui on parle. Ou de l'extrême droite qui n'est même pas faussement marxiste, qui est qui cite juste des phrases du Capital entre le dessert et le Dijon, quoi. Mais en plus, tu sais, le truc souvent c'est repris par l'extrême droite et on voit très bien que c'est qu'il y a une vision juste raciste derrière ça et qu'ils utilisent ça pour leur racisme, parce que si le problème c'était que que l'immigration faisait baisser les salaires, bah les mecs ils diraient qu'il faut un SMIC ou qu'il faut donner les papiers aux immigrés pour pouvoir avoir les mêmes droits que les Français, et du coup bah ça ferait pas plus baisser les salaires que ça. Et c'est surtout que si dès qu'il y a des gens qui viennent sur le marché du travail ça fait baisser les salaires, les mecs seraient antinatalistes, ils te diraient arrêtez de faire des enfants, vous faites baisser les salaires. Or j'ai jamais vu un mec d'extrême droite m'expliquer faut arrêter de faire des enfants, quoi. Donc les gars en fait c'est juste que ils ont peur que les enfants deviennent noirs, en fait c'est ça le problème, et ils le disent pas. Et je réponds à Mielleuse, hein, qui pose la question si l'immigration est réduite aussi parce qu'on a déjà assez de personnes qui acceptent les salaires. Bah oui, effectivement, aujourd'hui le problème c'est justement le non-développement des forces productives, le chômage de masse, c'est-à-dire le fait que le travail soit contrôlé, la masse de travail soit contrôlée par la bourgeoisie, et que cette masse de travail doit toujours être beaucoup plus réduite que la demande, justement pour maximiser le taux d'exploitation. Donc, dans le capitalisme organisé, avancé, en plus de ça, il faut bien comprendre que dans les rares emplois industriels qui restent en France, ce sont des emplois non délocalisables, souvent d'ouvriers qualifiés
avec des processus d'automatisation avancés. Donc c'est très compliqué, c'est pas du travail de taylorisme à l'ancienne où il suffit juste de tourner une clé à molette à la chaîne. C'est des emplois beaucoup plus avancés. Donc c'est beaucoup plus difficile, il faut lire des écrans. Prenez un poste de préparateur de commande. Le poste de préparateur de commande aujourd'hui que vous allez chez Amazon, c'est le pire poste en termes de violence et de taux d'exploitation. Ok ? Malgré tout, il faut savoir lire, écrire, compter. Et ben vous pouvez pas mettre n'importe qui, vous pouvez pas mettre quelqu'un qui parle pas la langue, quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui a pas les repères culturels, etc. Voilà. Donc l'exploitation de la masse ouvrière, elle est locale et elle se fait justement par la pénurie du travail contrôlée par la bourgeoisie, la pénurie de la masse de travail par la bourgeoisie. Donc ça c'est des choses. Là, on prend, vous voyez, on a parlé de la guerre, bah oui, et puis à un moment donné, bah là, ouais, je reprends un peu le sniper, mais là, il faut y aller. Donc, oui, il reste des emplois sur lesquels il y a de l'immigration et il y en a, et c'est structurel. C'est des emplois justement qui ont été désertés par la mobilité sociale et les transformations, le passage de la tertiarisation, la réduction de la classe ouvrière, l'automatisation, etc. Et des emplois extrêmement difficiles dans la maçonnerie, enfin dans le bâtiment, etc. Des métiers d'OS. Et c'est des métiers qui sont aujourd'hui dévolus à des travailleurs immigrés, mais des travailleurs immigrés qu'on fait venir depuis les années 50, 60. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est parce que ces emplois-là ont été dès les années 50-60 pour que les ouvriers blancs puissent évoluer, devenir chef d'équipe, devenir technicien, devenir agent de maîtrise et que leurs enfants fassent des études, se retrouvent dans des métiers de tertiaire, de support, de communication et pas à l'usine. On a dévolu ces travaux-là à des travailleurs immigrés et on continue de les voyer. C'est pour ça que finalement la masse de travailleurs immigrés en proportion c'est à peu près la même que dans les années 50-60, donc il n'y a absolument pas d'explosion, de machin, elle se réduit même assez souvent en termes de proportion, et donc tout ça n'est qu'une fable. Aujourd'hui, la bourgeoisie dans le capitalisme organisé occidental tire les salaires à la baisse par le chômage et par le taux d'exploitation. Et puis, moi j'aimerais rajouter aussi que encore une fois, je pense que... Alors, où sont vos sources Genre, je finis juste, parce que là, c'est les zététiciens de l'extrême droite. Où sont vos sources Eh ben, vous tapez, vous essayez de faire des recherches. Vous cherchez tes propres recherches. Non mais je voulais. C'est très facile. Vous prenez deux courbes. Si l'arrivée en masse d'immigrés sert à faire baisser les salaires, ok ? Que quelqu'un me montre une courbe tendancielle d'augmentation de la masse de l'immigration dans ce pays avec la compression des salaires en face. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe nulle part. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, ça ne se trouve nulle part. En fait, vous allez toujours voir à quel moment il y a de la main-d'œuvre qui arrive dans les pays occidentaux, notamment en France, c'est quand il y a des pics de croissance de la demande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour des raisons soit structurelles, soit politiques, la demande repart. Puisque la demande repart, la main-d'œuvre est nécessaire et que cette main-d'œuvre-là fait baisser le chômage et aussi attire des travailleurs immigrés. Mais c'est la hausse de la demande qui fait venir de l'immigration, ce n'est jamais l'immigration qui vient en premier par la volonté complotiste des bourgeois pour pouvoir faire baisser les salaires. Tout ça n'existe nulle part. Oui, j'aimerais rajouter un truc, c'est qu'en plus de ça, je trouve que ça montre pour le coup une position très très j'ai pas envie de dire positiviste, mais tu vois, genre très peu dialectique, très peu totalisante des choses. C'est-à-dire que c'est les gens de gauche qui vous disent oui, il faut baisser l'immigration, qui se concentrent là-dessus là. C'est qu'ils prennent des modalités, des variables une par une, et ils se disent ah ben tiens, telle variable dans le capitalisme, si on fait augmenter l'immigration, ça fait baisser les salaires, donc ça je suis contre. Ils font ça au fur et à mesure, mais c'est pas comme ça qu'on fait un programme politique. On crée un débouché qui est cohérent. Si on est de gauche et que le débouché c'est le socialisme,
de toute façon, dans le socialisme, plus il y a de travailleurs, mieux c'est, parce qu'en réalité, quand il y a un travailleur produit toujours plus que ce qu'il consomme. Ça fait pour le coup des milliers d'années qu'on sait bien. C'est pour ça qu'il y avait des gens avec des esclaves. C'est parce que l'esclave, il travaillait plus que ce qu'il bouffait. Sinon, ils n'auraient pas eu d'esclaves. Donc, en réalité, dans le socialisme, c'est pas gênant que des gens arrivent. Que quand quelqu'un arrive, en fait, il travaille, il va produire plus que ce qu'il va consommer. Donc quel est le problème? Et en plus de ça, on voit aussi, même pour les gens qui parlent des cotisations, vous trouvez ça, tu tapez ça sur internet, la balance entre les cotisations payées par les immigrés en France et ce qu'ils consomment, elle est positive. Donc en fait, ils rapportent plus à la nation française que ce qu'ils consomment en soins médicaux ou en des choses comme ça, quoi. Donc c'est ridicule. Ça, c'est pour le coup purement idéologique que les gens pensent comme ça. Ça veut dire pour le coup que la guerre de position de l'extrême droite a marché parce que c'est basé sur rien de statistique, de rien de réel, et les mecs sont persuadés que c'est vrai, quoi. Clique sur le lien qu'on nous envoie là, puis on va le débunker en direct là. Quand même faire croire que Sciences Po nous donne des leçons sur. Si tu veux, mais il faudrait que j'ajoute une scène. En fait, j'ai pas prévu de scène pour pouvoir lire de. Si tu veux, on le fera une prochaine fois. Mince. Attends, je le mets de côté si tu veux. Ouais. Et je le garde le lien et on répondra sur le compte de position. Hop, tac, j'ai pris le lien. Je te l'ai mis dans le Google Doc. Mais oui, et on est typiquement dans le sujet là. On est typiquement dans le sujet. Et ce retour de l'armée de réserve est vraiment une offensive de l'extrême droite, qui a été fait par Soral beaucoup. Il y a eu d'autres gens avant, voilà, et qui a été, on va dire, survitaminé par Zemmour parce qu'il a répété ça tous les samedis soirs pendant 10 ans, quoi. Et c'est ça, quand je disais la défaite. On n'a pas perdu la guerre quand on a fait ça, mais on a la bataille. C'est qu'à à ce moment-là, le type n'a pas été submergé par les orgues de Staline marxistes, de types qui ont dit « mais qu'est-ce que vous racontez sur Marx, quoi ?» À un moment donné, il y a des gens qui pouvaient dire... clairement, je m'appelle Éric Zemmour et je suis marxiste et ça gênait personne sur les plateaux de télé. Oui, parce qu'il y avait pas de et même des gens le recevaient en disant voilà. Parce qu'il faut le dire aussi, parce qu'ils ont été mis au banc par toute la population, pour le coup, ce que Kouchner appelait les libéraux libertaires, mais on a mis en avant à gauche que des gars qui étaient des espèces d'anti-marxistes, qui détestaient la dialectique, Marx, qui étaient des libéraux, qui étaient des structuralistes, qui étaient tout ce qu'on veut, mais qui étaient tous sauf des marxistes, donc on n'avait plus en fait ces gens-là pour répondre au bout d'un moment. Aujourd'hui, les marxistes, ils sont pas à la télé, malheureusement. Bon. Juste, je laisse à tout le monde le soin d'aller voir le lien que nous envoyez. Même la conclusion est inverse à ce qui a été dit sur le sujet. Mais parce que ça n'existe pas. Voilà. Regarde, on en a les stats. Et vous cherchez, vous tapez immigration tarte à la crème dans le compte de position. Et on a fait des trades là-dessus. Et on a mis des graphes, on a mis des sources, vous inquiétez pas. Et vous verrez, quand il y a des hausses d'immigration dans ce pays, c'est parce qu'il y a des besoins de main-d'œuvre. Parce que le chômage redescend.